Vas-y. Donc, Michel Tomaso, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron du studio Cubical Drift, C'est ça. qui est actuellement qui start son jeu Planet Cube. C'est ça. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre studio, le concept du jeu Oui, alors on va commencer par le studio. On est une petite équipe de 8 personnes, éparpillées un petit peu partout en Europe, puisqu'on a on a 2 de nos membres qui sont à Londres, en Finlande, une Corse dans l'équipe. Et on est sur ce projet en fait depuis, alors pour les développeurs depuis 1 an et demi, mais on a vraiment commencé à concrétiser tout ça le jour où on a trouvé les artistes, c'était l'été dernier. Donc ça fait à peu près 7 mois. Voilà. En ce qui concerne Planet Cube, c'est un jeu de rôle basé sur un univers voxel. Voilà, en quelques mots. Et donc le voxel, pour ceux qui ne sont pas très au courant, c'est... Alors c'est tous ces univers qui sont en petits cubes. D'accord. Qu'on peut enlever... on peut citer Minecraft, de toute façon. Moi, j'ai pas de honte à dire ça. Si Minecraft n'avait pas existé, de toute façon, on n'aurait sûrement pas fait Planet Cube. Mais c'est... on veut vraiment en fait apporter cette dimension scénaristique à cet univers voxel, et c'était un peu notre plus grande crainte en fait depuis qu'on a eu cette idée, c'était que quelqu'un le fasse à notre place. Alors quand je dis dimension scénaristique, c'est vraiment un vrai jeu de rôle avec des textes, des quêtes. C'est pas simplement va à tel endroit et puis tu vas un monstre. Voyez ça comme un Skyrim par exemple. Voilà, avec des textes. Bon, on n'a pas les ressources de Skyrim, donc on fera pas le même aussi poussé, mais c'est dans le même concept. D'accord. Et donc, vous avez cité Minecraft ou Skyrim. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos influences, vos inspirations pour Planet Cube ? Ouais, tout à fait. Alors, on est des grands fans de tout ce qui touche à ces univers dans l'espace. Star Wars, Star Trek. Je pense que, de toute façon, ici, dans la salle, on l'est tous. Et donc, c'est pour... Enfin, on n'a pas construit notre jeu en fonction de ce qu'on aimait. On est déjà parti d'une idée technique qui était de créer un univers voxel qui soit cohérent. Aujourd'hui, les univers voxels, c'est généralement des mondes qui sont infiniment plats et souvent pas cohérents, un désert à côté de la neige. Enfin voilà. Nous, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un univers cohérent. Et quand on y réfléchit, pas très longtemps, on parle tout de suite sur des planètes finalement. C'est là où c'est là-dedans qu'on vit. et donc après, on s'est dit l'idée de planète, comment on fait les planètes ? On va faire des planètes rondes. Ah oui, mais non, ça marche pas. Planète ronde, gravité, avec des cubes, ça fonctionne pas. Donc on est arrivé à cette dimension planète cubique, et de là, en fait, on a déroulé un petit peu toutes les idées qu'on avait, que ce soit côté scénaristique ou que ce soit côté fonctionnalité. D'accord. Donc les influences, Minecraft évidemment, Skyrim. Moi, je suis personnellement un grand amateur de RPG. Donc tous les RPG old school, je pense que je les ai faits. Et on a aussi pas mal d'amateurs de jeux d'aventure dans l'équipe, les MMO aussi. Je les cite pas parce qu'on les connaît tous. Mais on reconnaîtra, je pense, pas mal d'autres jeux dans le nôtre. Avec tout plein de petites nouveautés, évidemment, parce que copier plein de jeux, ça n'apporte rien. Et donc, en parlant de cette influence de Minecraft, depuis que le jeu est sorti, il y a eu beaucoup, entre guillemets, de clones, de jeux qui s'inspiraient, même des fois qui copiaient tout à fait, très largement. Est-ce que vous n'avez pas peur, être inquiété plutôt est-ce que vous n'avez pas peur du plagiat, qu'on vous dise que vous plagiez justement ? Non, je pense pas qu'il y ait de cette notion de plagiat dans le jeu vidéo, dans le sens où si on s'amuse à dire qu'il y a du plagiat dans le jeu vidéo, il n'y a plus de jeu vidéo. Sans parler de Minecraft, on a appelé des genres de jeux qui s'appelaient des Doom-like par exemple il y a très longtemps. Si on avait dit que Duke Nukem pouvait pas sortir parce qu'il avait plagié Doom, on en serait où aujourd'hui ? Tous les jeux de voiture se ressemblent, tous les jeux de construction se ressemblent, tous les jeux de rôle se ressemblent. Donc il n'y a pas de plagiat. Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver quelques différenciations. Qu'est-ce qu'on apporte de plus par rapport à Minecraft ? On s'est même pas posé cette question, si vous voulez, quand on a fait notre jeu basé sur des voxels. On s'est dit on veut pas des blocs d'1 mètre parce qu'on peut rien construire avec des blocs d'1 mètre, par exemple. Et c'est pas parce qu'on voulait pas faire comme dans Minecraft, c'est juste parce que on a joué à Minecraft, ça faut des dizaines voire des centaines d'heures. Mais voilà, ça nous suffisait pas. Donc qu'est-ce qu'on fait pour changer ça ? On fait des blocs de 25 cm de côté. Mais même ça nous allait pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah bah tiens, on va faire des blocs de différentes formes. Tout ça, c'est pour l'aspect construction. Et ensuite, nous, on voulait pas présenter un jeu bac à sable. Parce que le bac à sable, c'est bien,
Mais moi j'ai plein d'amis qui n'ont pas joué à Minecraft à cause du fait que c'est un bac à sable. Oui, qui cherche Donc voilà, et puis c'est pas du tout mon genre de jeu non plus, même si j'ai beaucoup joué à Minecraft. Mais voilà, on s'est dit il faut absolument qu'on mette une histoire là-dessus, qu'on mette une notion d'évolution, et puis ensuite se déroulent toutes les autres idées. Comment est-ce qu'on fait le craft, comment est-ce qu'on fait, comment on se déplace dans le monde, comment est-ce qu'on génère les paysages, etc., etc. Et le jeu aujourd'hui, je pense pas qu'on peut dire que c'est un clone de Minecraft. Enfin, on nous le dit encore, à ces gens-là, je leur dis, mais lisez la page avant de venir me dire que c'est un clone de Minecraft. Parce que tous ceux qui ont lu la page, pour le coup, me l'ont pas redit ensuite. Donc, vous parlez d'un scénario pour justement le différencier d'un jeu bac à sable. C'est ça. Alors, est-ce que du coup, ce scénario, c'est une véritable utilité ou est-ce que c'est juste une différenciation ? Est-ce qu'il y a vraiment une finalité par rapport à l'univers Alors, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont jouer à Planet Cube et qui vont pas du tout se préoccuper de l'univers voxel, de la construction. Je reprends Skyrim. Voyez ça comme un Skyrim avec la possibilité de modifier le monde. Oui, un Skyrim avec du craft avancé, on va dire. Oui, je crois qu'il n'y avait pas du craft. Il était peut-être pas très avancé. Plus personnalisé, on va dire. Plus personnalisé, voilà. On a cette ambition de pouvoir permettre aux joueurs d'insérer leur propre modèle 3D. Enfin, là, on parle de fonctionnalités qui seront implémentées dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais non, vraiment, l'aspect scénaristique, elle est pas là comme une excuse. Elle est là, vraiment, c'est le jeu. Le jeu, on va proposer une histoire complète dont on voit un peu le début dans le trailer. Une espèce d'odyssée spatiale où je veux pas, je réfléchis en parlant parce que je veux surtout pas dire d'éléments de l'histoire, parce que en tant qu'amateur de RPG, je sais très bien que le spoil c'est pas cool. Voilà, le spoil c'est pas cool, voilà, pour employer des termes français. Et non, vraiment l'histoire elle est pas là pour une excuse pour dire c'est un jeu qui est pas comme Minecraft. Non, Planet Cube c'est un RPG et il se trouve que le RPG il est construit sur une base voxel, voilà. Mais on y retrouvera à peu près tous les éléments qu'il y a dans Minecraft, dans notre jeu. C'est aussi ça qui est bien avec les voxels, c'est que les gens ont l'habitude de les manipuler, voilà, chercher le mot. Déjà le fonctionnement un peu. Donc pourquoi s'en priver puisqu'on a un monde qui est fait à base de voxels. Et donc la base, le principal élément de gameplay, c'est la construction, le voxel, à partir du voxel. Alors si vous oubliez l'aspect scénaristique, voilà. Là du coup, on va faire un peu comme dans Minecraft, on aura un mode histoire. Où là les joueurs s'ils veulent construire ils peuvent construire, mais ça n'apportera pas énormément de choses au scénario, même si on veut que quelques quêtes demandent par exemple un PNJ qui va vous demander de construire une maison, un autre qui va vous demander de construire un véhicule, mais ça restera quand même très léger. Mais il y aura un autre mode, le mode créatif, comme dans Minecraft, où là il n'y a pas de scénario, et alors là les joueurs ils font vraiment ce qu'ils veulent, et notre jeu propose un petit peu plus, parce qu'on a les petits blocs, et puis surtout on a les planètes. Enfin, moi j'ai hâte de voir en fait que les joueurs construisent eux-mêmes leur planète, leur histoire, et fassent. Alors ma crainte c'est que les joueurs fassent un jeu qui soit mieux que le nôtre. Mais ça serait fantastique quelque part. L'élève qui dépasse le maître. ça serait fantastique. Mais alors, du coup, dans cette création, justement, on voit qu'on utilise différents blocs de différentes formes pour faire des choses plus précises, des vraies formes. Ces blocs qu'on se demandait, est-ce que c'est des objets qu'on devra crafter nous-mêmes, enfin construire les blocs, ou est-ce qu'on va les récupérer, les ramasser dans le décor Tout à fait. Alors, tout le monde est construit à base de blocs. Ces blocs-là, on pourra les ramasser. Ça va se transformer en petits tas de matière dans votre interface, parce que si on s'amuse à ramasser tous les blocs différents, on les met dans l'inventaire, on a un inventaire qui va être monstrueux. Donc on a décidé, par exemple, tous les blocs de terre se transformeront en petits tas de terre. Et ces petits tas de terre, soit vous les reposez en choisissant la forme du bloc, soit vous l'utilisez en tant que ressource pour faire autre chose. Bon, la terre, ça va peut-être pas servir à grand chose. Mais imaginons, je sais pas, qu'on prenne du gravier pour faire avec de l'eau un parpaing. Donc vous aurez cette petite tas de matière parpaing et vous pourrez poser un parpaing. Voilà. Donc vous pouvez utiliser tout ce qu'il y a à votre portée, tant que vous avez le bon niveau d'outils ou les outils adéquats. Mais vous pourrez aussi utiliser tout plein de nouvelles matières qui ne sont pas naturelles, que vous construirez vous-même. Je donne l'exemple du parpaing, mais bon, il y en a plein d'autres. Parpaing, c'est bien parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, je pense, dans les autres jeux. Donc, dans le trailer, on voit la construction d'une moto, enfin d'un véhicule. Oui. Et par rapport au véhicule, est-ce que chaque véhicule aura une forme prédéfinie avec quelques parties que le joueur pourra modifier, ou est-ce que vraiment chaque moto pourra avoir une apparence que le joueur a définie complètement Non, vraiment, c'est ça en fait.
Alors déjà, il y a un énorme challenge. J'ai essayé personnellement de faire une moto, j'y suis pas arrivé. Parce que c'est très compliqué de faire un véhicule avec ces blocs-là. Ouais. Et notre créatif qui s'occupe de la partie plutôt 3D, il a adoré ça. Parce qu'arriver à faire les motos que vous avez vues dans le trailer, il y a passé bien 2 semaines. Alors, à force de tester, de changer la forme, de trouver les... C'est vraiment... Bon, et puis en plus, il a aussi... C'était la première fois qu'il utilisait ces blocs-là, quand il a fait les motos. Donc, après, il a été un peu plus vite, le screenshot de l'arbre avec les planètes, il a pris un peu moins de temps. Donc, le but du jeu, en fait, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle des blocs de contrôle. Donc, dans le trailer, on voit les roues, par exemple. Enfin, dans le trailer, on voit pas les roues. On voit des roues, mais surtout dans la page, vous avez un concept art avec les roues. On va fournir aux joueurs des blocs de contrôle qui auront certaines fonctionnalités précises. Ceux-là, on ne peut pas les modifier. Ils ont une certaine taille, ils ont une utilité. Et ensuite, à vous, autour de ces blocs de contrôle, de construire votre modèle de moto ou de voiture ou de ce que vous voulez. Vous pouvez très bien faire un avion Star Wars avec des roues. Enfin, ça serait vraiment votre liberté complète. Il y aura des personnages dans le jeu qui vous proposeront des véhicules préconstruits, parce qu'on se doute bien que ça va peut-être pas être évident au début de comprendre comment ça fonctionne. Donc par exemple les motos qu'il y a dans le trailer ou dans la page Kickstarter ou sur notre site internet, elles seront disponibles. Il y aura aussi un petit vaisseau spatial qui sera disponible pour un peu plus de facilité. Mais je pense que tous les amateurs de Lego, de Minecraft, parce que quelque part... les amateurs de Lego, ils sont partis dans Minecraft. Tous ces amateurs de construction achèteront sûrement le premier véhicule, mais tous les autres, ils les feront eux-mêmes. Voilà. Je pense que c'est ça. Donc voilà, l'optique, c'était... parce qu'il y a d'autres jeux qui proposent la création de véhicules. On s'est dit, on ne veut pas avoir une interface qui soit externe au jeu. Comment on fait pour avoir des véhicules directement dans le jeu ? Et alors là, on réfléchit. Et ça n'a pas été évident. Là, pour le coup, c'est pas rapidement qu'on trouve ces solutions. Mais voilà, des blocs de contrôle et puis le joueur qui fait son véhicule avec les matériaux qu'il veut. Par contre, il y aura des règles à respecter. Si vous faites une moto en pierre, peut-être qu'elle va pas avancer. Voilà. Donc, c'est ça qui va être marrant. C'est ça qui va être fun. Et vous avez parlé justement d'autres jeux qui proposaient de la création de véhicules, d'éléments de jeu. C'est un genre qui s'est depuis Minecraft, on y revient toujours. C'est ça, c'est vraiment depuis Minecraft. Un genre de jeu qui s'est vraiment beaucoup développé dans le monde de l'indépendant. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être noyé un peu dans le flot, dans l'abondance de ce genre ? Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans le jeu vidéo. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais je suis persuadé qu'il y a plus de 200 millions de joueurs dans le monde. Voilà, 200 millions de joueurs, je suis sûr qu'il y a des gens qui seront intéressés par Planet Cube. Au vu de la page Kickstarter, je sais déjà qu'il y a des gens qui sont intéressés par Planet Cube. Ce qu'il faut vraiment, c'est arriver à trouver quelque chose. J'aurais refait Cube World, j'aurais refait Minecraft, j'aurais refait Stoners, qui est un jeu de stratégie, mais bon, ça reste du voxel. Je pense que j'aurais perdu. Mais tant qu'on arrive à trouver un aspect artistique qui soit différent, qu'on arrive à trouver des fonctionnalités qui sont différentes, on a sa place. Enfin, j'ai pas la crainte que mon jeu soit noyé. Je pense que tout le monde a sa place dans le jeu vidéo indépendant. Si on fait du bon boulot, j'ai envie de dire, forcément on va y arriver. Voilà. En plus, je pense qu'on a des belles idées. Donc, mais je suis pas très objectif à ce niveau-là. Non, surtout, j'ai envie de dire, c'est que depuis que Minecraft est sorti, il y a une vraie attente du monde de joueurs, et j'en fais partie, c'est pour ça que je le dis. Mais j'adorais que dans Minecraft, il fasse ça. J'adorais que dans Minecraft, il fasse ça. Et on a suivi énormément de blogs, de discussions sur Minecraft, et même sur les autres jeux. Quand Cube World est sorti, on a beaucoup suivi ce jeu-là. Quand Stoner est sorti aussi. Et à chaque fois, on se dit, ah ouais, c'est génial, c'est Minecraft avec ça. Et ben, c'est ce qu'on fait aussi, en fait. On répond à une certaine demande, on a un univers qui est cohérent et très spécifique, cette histoire de planète, d'espace, etc. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'est les joies du direct. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver des idées sympathiques et se démarquer, et surtout répondre un peu aux attentes des joueurs. Et moi, je sais qu'il y a une vraie attente au côté scénaristique,
avec un univers voxel. Et c'est vraiment pour ça qu'on s'est lancé dans l'aventure, c'est qu'on s'est dit que si on fait un RPG basé sur des voxels, on a forcément tout gagné. Et donc, comme c'est un RPG, on peut pas être tout seul, il y a forcément des PNJ, ouais. Les Job Masters. Les Job Masters, les maîtres de métier, même si ça passe un peu moins bien en français. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Est-ce que ce sera des personnages ce sera une interface, ou est-ce que on pourra les rencontrer dans un hub? Est-ce qu'on les fera venir? C'est ça. En fait, vous voyez un peu ça comme Secret of Mana, j'ai failli pas retrouver le nom du jeu, où à un moment d'ailleurs Watts, ça vient de Secret of Mana, à un moment donné vous trouvez le forgeron qui va vous accompagner tout au long de votre aventure pour améliorer vos armes. Nous ça va être un peu pareil en fait, à un moment donné dans l'aventure, le scénario va vous emmener rencontrer ces personnages là, et au fur et à mesure que vous résoudrez des quêtes pour eux, que vous avancerez un petit peu dans le scénario, à un moment donné le forgeron il va devenir forgeron. Oui, au fait je t'ai pas dit, mais moi je suis un sacré bon forgeron et si tu veux je vais t'apprendre des choses. Et ça va être comme ça un peu avec tous les PNJ, alors peut-être pas tous parce qu'il y en a quelques-uns qui vont sortir du scénario, c'est un peu des PNJ bonus, pas utiles pour avancer dans l'aventure mais utiles pour avoir des trucs un petit peu plus marrants à faire à côté. Mais voilà, vous allez évoluer avec les personnages, les Job Masters, vous allez évoluer avec eux, ou alors ils vont évoluer avec vous, vous voyez ça comme vous voulez, mais sans eux, vous ne pouvez... Bon, tout est relatif, mais sans eux, vous ne pourrez pas avancer dans le scénario. Il y a un moment donné, c'est eux qui vont vous donner les éléments pour pouvoir avancer dans la planète. D'accord. Et donc ces PNJ vont nous permettre de créer nos items pour avancer dans l'histoire. C'est ça. Et par rapport à la création d'items, dans le trailer toujours, on voit à un moment la création d'une épée. Ouais. Il y a plusieurs modèles pour la poignée, pour la lame, pour la garde. Et on voit un bouton custom. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra créer nos propres modèles, ou est-ce que ce sera que des modèles définis qu'on pourra choisir? C'est ça. L'interface de craft, je pense que c'est la chose qui nous a demandé le plus de temps en termes de design. Réfléchir dessus. C'est la 5e version, je crois, ce qu'on voit dans le trailer. Sachant qu'au début on voulait dessiner comme en Paint pour dessiner les formes des armes, etc. Enfin bon, c'est très compliqué de faire quelque chose qui soit sympa à utiliser, qui donne envie et qui soit différent de ce qui existe dans les autres jeux. Et nous, notre priorité c'était on va voir combien je vais arriver, proposer aux joueurs de pouvoir importer eux-mêmes leur modèle sans trafiquer le code. Donc c'est pour ça qu'il y a cette petite case custom. Vous pourrez pas réservé aux modeurs. Pas réservé aux modeurs, mais enfin ça va être quand même réservé à ceux qui savent utiliser les logiciels genre 3DS ou Maya. Mais vous pourrez faire votre petite forme de lame par exemple pour une épée, comme on voit dans le trailer, et l'insérer et la partager. Après à vous de régler les bons paramètres. Tout ça c'est encore assez tôt pour discuter de toutes ces fonctionnalités. Mais voilà, le but c'est que les joueurs puissent vraiment personnaliser leurs outils, leurs objets au travers des différentes formes que propose le jeu. Donc comme vous avez vu dans le trailer, un objet c'est pas une seule partie, c'est plusieurs différentes sous-parties. Chaque sous-partie peut avoir une forme différente, utiliser des matériaux différents, et en fonction donc quelle forme et quel matériau, ça donne des statistiques plus ou moins différentes. Notre système de statistiques est assez simple, mais je pense que ça peut être très, très sympathique. Un joueur, je sais pas, qui a adoré Final Fantasy VII et qui a envie d'avoir absolument la grosse épée du héros blond. Ou alors l'épée d'Arthas, ou alors voilà, on peut imaginer plein de choses, et je suis sûr qu'on verra des créations un petit peu farfelues à ce niveau-là. À nous de bien limiter, de bien contraindre quelles sont les règles pour importer, pour pas qu'on ait des choses un peu aberrantes. Trop fantaisiste. Oui, alors est-ce que ce sera limité comme c'est un RPG aux armes blanches, ou est-ce qu'on aura la possibilité de faire un peu tout ce qu'on veut? Non, dans le trailer on voit un petit onglet arme à feu. Non, en fait on fait un jeu, alors c'est un jeu de rôle, mais c'est pas un univers Medieval Fantasy, c'est un univers, je démarre de zéro et je vais, mais alors où je veux. D'accord. Tant que tout ça est explicable via la technologie. Alors technologie, pas de 2013, technologie de l'an 5000, des choses qu'on n'a pas encore découvert. Genre par exemple si on veut faire des sabots laser, je suis sûr qu'on pourra faire des sabots laser dans Planet Cube. Mais non, c'est vraiment tout un panel d'outils et d'armures qui seront, qu'on pourra utiliser dans le jeu. Donc il y aura des armes, il y aura des armures qui vous permettront d'être invisibles, il y aura des choses un petit peu très science-fiction, puisque comme j'ai dit au début, on a un petit peu des amateurs de tout ce qui touche à la science-fiction.
Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que grâce à Kickstarter, on a une petite communauté déjà qui commence à pas mal grossir. Et on se fera un plaisir d'écouter toutes les idées assez farfelues au niveau de la science-fiction pour créer des armes, etc. Voilà. D'accord. Donc non, pas seulement du médiéval fantastique. Je vous remercie alors. D'ailleurs, il n'y aura pas de magie dans notre jeu. Ouais. Comme je disais, c'est tout sera basé sur la technologie. Vous ne pourrez pas tirer une boule de feu avec votre main. Par contre, vous pourrez inventer une arme qui tire des boules de plasma. Enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut à ce niveau-là. Et donc, on peut créer nos armes, mais est-ce qu'on pourra aussi créer nos armures comme on veut? Est-ce qu'on pourra donner les couleurs, les formes qu'on veut, par exemple aux armures qu'on portera? Alors, on va en fait, ce que l'on propose au niveau des armes, c'est global à tout le jeu. On propose une version du jeu, aux joueurs d'en proposer une version alternative. On va vous proposer un ensemble d'armures qu'on aura prédéfini avec certains matériaux disponibles, certaines couleurs disponibles. Enfin, c'est surtout les matériaux qui vont définir la couleur. Si vous avez envie d'avoir une armure, je sais pas, rose par exemple, je vous verrai bien en rose. Une armure en rose, il faudrait imaginer, et peut-être qu'il existera, il n'existe pas aujourd'hui, mais il faudrait imaginer le matériau rose qu'on pourrait trouver dans la nature, ou alors le mélanger, etc., et l'utiliser comme composant d'une armure. Donc j'ai envie de dire, là c'est vraiment une création quelque part qui dépendra uniquement des joueurs. Encore une fois, à nous de bien poser les contraintes, et puis déjà de développer tout ça pour que ça fonctionne. Pour les véhicules qui sont aussi une feature du jeu relativement importante, puisqu'ils permettront de se déplacer sur les planètes et de changer même de planète. C'est ça. Est-ce qu'il y aurait par exemple possibilité de les utiliser à plusieurs, genre de se construire un gros cargo pour emmener tous ses potes de l'autre côté Alors à l'origine, c'est exactement ce qu'on avait comme idée, et je pense que ça va rester comme ça d'ailleurs. Je dis à l'origine et je dis je pense parce que tout ça c'est pas encore développé et tout ça peut encore évoluer au fur et à mesure du développement. Mais oui, à la base en fait, quand on a eu cette idée de véhicule, on s'est dit ce qui serait génial, c'est on joue à 5 par exemple, un peu comme dans Borderlands. On joue à 5, on construit son véhicule à 5. Il y en a un qui gère la conduite, il y en a un qui gère la tourelle du dessus, il y en a un qui gère, je sais pas moi, jeter des cailloux derrière. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Et ça serait aussi, c'est un peu Mario Kart, là, je pense à Mario Kart. Mais par exemple, on pourrait faire un vaisseau spatial, comme dans Star Wars, le Faucon. C'est pas possible de passer. Faucon Millennium. Voilà, Faucon Millennium. Ou il y aurait quelqu'un qui naviguerait et 3-4 gars sur les tourelles. Voilà, ça serait envisageable. Après, est-ce que ça sera fait? Je peux rien garantir aujourd'hui, mais c'est vraiment ce qu'on aimerait faire. Cet aspect multi où on construit un véhicule et on est plusieurs dedans et on l'utilise vraiment à plusieurs dedans. Parce que je vois bien partir à 5, ramasser 2-3 cailloux, faire un vaisseau spatial et changer de planète. C'est un bon rêve, ça. Et donc toujours sur les véhicules, est-ce qu'il y aurait est-ce qu'il fonctionnerait avec une certaine énergie par exemple? Ou est-ce que ça Alors ça on s'est posé la question. On a un fou dans l'équipe qui aurait envie que tout soit comme dans la vraie vie. Impérissable. Faudrait gonfler les pneus, faudrait remplir le réservoir, faudrait gérer l'usure des pneus. Mais alors on s'est dit, mais alors c'est très bien, on fait ça sur la planète. Notre véhicule tombe en panne. C'est bon, on descend du véhicule et on va ramasser ce qu'il faut pour le réparer. Mais on est dans un vaisseau spatial. Et le vaisseau spatial tombe en panne dans l'espace. Comment on fait? Donc on va devoir gérer quelques éléments comme ça, mais pas tout. Par exemple, il avait proposé qu'un vaisseau spatial puisse pas décoller tant qu'on n'a pas fermé intégralement l'habitacle. Et que si, comme ça, on pourrait imaginer des fuites d'oxygène dans le vaisseau. Mais là, du coup, le joueur il va plus du tout s'amuser. C'est bien jouable. Donc, je pense qu'en mode aventure, en mode histoire, ce fameux mode histoire basé sur l'histoire, le joueur n'aura pas à se préoccuper des ressources. Mais on a décidé de faire un mode hardcore. Pas hardcore dans le sens où je meurs, c'est fini. Non, hardcore dans le sens où il va falloir gérer tout ça, justement. Mode réaliste. Voilà, plutôt réaliste, voilà. Mais non, dans le mode story, je pense pas qu'on aura à gérer tout ce qui est notion de réservoir d'essence, etc. Je pense que voilà, on met les blocs de contrôle et c'est un peu aberrant, mais voilà, le véhicule il marche autant. Il faut après, quand on fait un design, il faut savoir où s'arrêter pour que le jeu reste quand même assez sympathique à jouer. Sur la création des personnages,
Et donc, du coup, sur l'équipement, est-ce que la personnalisation, ce sera... à part la... Donc comme c'est RPG, je comprends. Oui. Ce sera un RPG, donc il y aura des classes, je suppose, que tu choisis au début, ou est-ce que ce sera en fonction des armes que tu portes, de l'armure que tu portes. Il n'y a pas de classe dans Planet Cube. J'ai eu beaucoup de questions comme ça dans différentes interviews, mais même sur la page Kickstarter. Il n'y a pas de classe dans Planet Cube. C'est vraiment toi qui décides de jouer comme tu veux. Si tu veux jouer la classe voleur, à toi de mettre des armures en cuir et des petites dagues, et puis à essayer d'aller choper un monstre par derrière, et puis tant pis pour toi si tu te fais zigouiller, mais il n'y a pas de classe voleur qui va te donner une capacité spéciale, par exemple, à te rendre invisible, comme il n'y a pas de classe guerrier qui va te donner la possibilité, je sais pas, de... on pourrait pas, comme dans World of Warcraft par exemple, de taunter. Non, ça n'existera pas. Tu joueras guerrier parce que tu auras une grosse armure bien lourde, une grosse épée à deux mains, puis tu feras plein de bruit. Mais il n'y a pas de classe à proprement dire. Par contre, tu pourras choisir ton avatar au début, mais ça sera vraiment que de l'apparence. Ça sera pas, il n'y a pas de... Là, faut vraiment comparer ça à Minecraft. T'as pas de sort de classe. Tout vient de l'équipement. Alors évidemment, tu auras une arme peut posséder plusieurs boutons d'action. Je sais pas, on peut imaginer qu'un fusil peut lancer des grenades aussi, ou alors un zoom, etc. Donc plusieurs actions possibles. Mais il n'y aura pas de sort à proprement parler, comme dans d'autres jeux de rôle pour le coup. Il n'y aura pas de sort à proprement parler. Vu que c'est basé sur la technologie, ça semble logique. C'est basé sur la technologie. Et puis on veut surtout faire quelque chose qui soit quelque part assez simple et donner la possibilité aux joueurs de jouer un petit peu comme ils veulent et que ça soit pas trop contraignant en fait. C'est pas notre objectif de faire un jeu qui soit dur. À part le mode hardcore, mais ça, on verra plus tard. Donc le but, l'intérêt c'est de pouvoir changer de planète, de pouvoir quitter la planète de départ pour aller visiter d'autres, en créer d'autres. Est-ce que ce sera un univers infini généré de manière aléatoire ? Ou est-ce que ce sera des planètes que vous aurez faites et qu'après vous dispatcherez un peu On a beaucoup évolué aussi quand on a fait le design à ce niveau-là. Au début, en fait, on voulait que tout soit infini et tout soit généré aléatoirement, en gardant toujours cette trame principale de scénario, ça change pas. On s'est dit... On va pas faire ça, parce que si on fait ça, finalement, les 8 planètes du scénario, elles vont être géniales, et toutes les autres, elles vont pas être bien du tout. Enfin, on va en faire une, on va en faire deux, on va être lassé. Donc on s'est dit, non, Race to Space, le premier opus, on se limite à un système solaire. Alors ça sera pas très joli, ça sera sûrement des barrières invisibles ou des astéroïdes, enfin bon, ça on verra comment on fait ça. Et on se contraint à ce système solaire-là, et toutes les planètes, on va essayer de les... non, on va pas essayer, on va les personnaliser entre guillemets. La planète que vous voyez dans le trailer, c'est vraiment vers ça qu'on aimerait aller. Aujourd'hui, les planètes sont générées complètement aléatoirement, procéduralement. Ça ne convient pas à un jeu qui a une histoire. On pourrait comparer ça par exemple avec Diablo. Diablo, il y a des choses qui sont fixes, qui sont là, qui sont toujours là, et ensuite il y a des espèces de couloirs qui vont de là à là. Alors nous on n'a pas des couloirs parce qu'on est en 3D, mais ça revient à peu près au même principe. On aura forcément un aspect global de la planète qu'on va essayer de garder. Par contre, quand on se rapproche, quand on zoome dans la planète, les détails, eux, pourront être générés aléatoirement, et on va poser à certains endroits le donjon de niveau 1, le donjon de niveau 2, voilà, le PNJ, il faut qu'il soit là, etc., etc. Et ça, on va les poser, entre guillemets, dans la planète. Donc, tout ne sera pas généré aléatoirement, il y aura une grande partie qui sera manuelle, et d'ailleurs, les joueurs, quand ils généreront leur planète, je suis sûr qu'ils feront aussi un petit peu ça. Mais par contre, dans le second opus, qui est loin, puisqu'on parle de 4 ans, 5 ans, là on a cette ambition d'ouvrir ce système solaire, et donc là, de partir vraiment, on casse toutes les frontières, tout sera infini. Mais pourquoi 4 ans, 5 ans ? Parce que si on fait ça, moi je veux que ce soit bien fait, et on n'a pas encore trouvé les solutions pour que ce soit sympathique d'aller de planète en planète, voilà. Donc il y aura toujours cette trame principale qui ira de système solaire en système solaire, mais il y a toujours cette question de qu'est-ce qu'on fait des planètes qui sont générées vraiment complètement aléatoirement. Voilà. D'accord. Et donc ces planètes, elles sont divisées en plusieurs zones qui se répartissent. Plus on se rapproche, plus on est censé être haut niveau. C'est ça. Vous pouvez nous en parler un peu plus On veut évoluer dans notre jeu, c'est un jeu de rôle, il faut évoluer, et comment on contraint entre guillemets l'utilisateur à pas aller directement tuer le boss de fin quand il arrive sur la planète.
et ben on a trouvé cette notion de zone, en fait. Comme vous voyez dans le schéma, il y a une planète qui est découpée, et on voit les différentes 19 zones, je crois, ça peut changer, hein, 19, c'est pas... On verra un petit peu comment évolue les sections dans la planète. Mais le joueur sera obligé d'évoluer en fonction de cette progression dans les zones. Et en fait, grosso modo, comment ça se passe, c'est les roches qui vont avoir un certain niveau. Et le joueur ne pourra pas aller, par exemple, ramasser une roche de niveau 3 s'il n'a pas un outil de niveau 3. D'accord. Et les monstres qui seront dans la zone de niveau 3 seront aussi de niveau 3. Donc le joueur pourra s'amuser à essayer d'avancer le plus loin possible qu'il veut, mais par contre, à un moment donné, il va forcément être bloqué soit par la roche, il ne pourra pas creuser, soit par le monstre qui va arriver vers lui, il va lui mettre un coup, il va le mettre par terre. Voilà. Donc on a voulu intégrer une certaine notion d'évolution qui soit linéaire. Alors elle n'est pas linéaire, parce que comme on a vu, les zones 1, 2, 3, elles ne s'enchaînent pas. Bon, forcément, on est dans un environnement 3D, donc c'est un peu difficile d'avoir une découpe linéaire. Mais elle est fixe, en fait. Les monstres n'évolueront pas en même temps que vous. La zone niveau 1 restera niveau 1. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de RPG, finalement. Et moi, personnellement, j'aime bien que ça reste comme ça. Mais du coup, c'est une évolution c'est l'évolution de niveau par zone. Mais alors, du coup, chaque zone aura un climat, une ambiance, une atmosphère différente. Ce sera des cavernes, ce sera des jungles, peut-être pas que chaque zone aura son ambiance différente, mais il est clair que par exemple à la surface, étant donné qu'on a des générations qui sont différentes, le désert ça sera vraiment à l'équateur, les pôles enneigés ça sera vraiment au pôle sud, pôle nord, il y aura des climats différents. Et on va essayer de refléter, donc la surface c'est facile parce qu'on a le désert, on a les forêts, on a tout plein de paysages qui nous imprègnent de l'ambiance. Dans les cavernes ça va être un petit peu plus difficile. On va essayer de garder quand même cette notion d'ambiance différente dans les cavernes. Déjà ça va venir par la roche qui sera d'une couleur différente, mais il faut absolument qu'on arrive à trouver, et ça on l'a pas encore trouvé, qu'on arrive à trouver comment rendre les cavernes pas monotone, que ça sera pas tout le temps la même chose. Voilà. Il y a le monde souterrain qui va nous aider à faire ça. Du coup, je vais vous remercier. Merci à vous d'avoir effectué cette interview. C'était un merci plaisir. Pour l'interview. C'était sympa de nous accueillir, de répondre à nos questions. Il n'y a pas de souci. Le Kickstarter n'est pas bientôt. Non, c'est au début encore là. Il reste encore 22 jours, voilà, à l'heure d'aujourd'hui. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Ça pourrait se passer mieux, mais ça pourrait se passer aussi. Bien moins bien. En espérant que ça se finisse. En espérant. On l'attend en tout cas. Voilà. Et puis on vous remercie encore. Merci à vous.